Le principe des vases communicants fonctionne à plein régime entre le jeu vidéo et le cinéma. D'un côté, le 7e art reprend certains clichés propres aux jeux vidéo, de l'autre, le jeu s'approprie l'art de la mise en scène et de la narration, pour tenter de véhiculer des émotions jusqu'à la réserver au grand écran. Bref, tandis que le cinéma nous fait sa petite régression, le jeu vidéo, lui, mature à mort. Cette nouvelle maturité, le jeu vidéo la doit à des équipes comme celle-ci. Nous sommes à Montréal, dans les studios d'Ubisoft, où une petite centaine de personnes a travaillé pendant un peu plus d'1 an sur Prince of Persia, l'âme du guerrier. Avec cette suite de Prince of Persia, les sables du temps, Ubi Montréal privilégie maintenant un look plus sombre et une approche toujours plus cinématographique. Je voulais mettre l'accent sur le personnage principal, donc le prince. Pourquoi le prince a évolué, le prince a changé. C'est plus le même personnage que dans Popcat de Sands of Time. Rapprochez-nous du vent. On est allé s'associer avec Hugues Martel, qui était chef animateur sur les Triplettes de Belleville, qui est un ami à moi. Dès l'opération des storyboards, Hugues et moi, on travaillait ensemble pour dessiner les environnements, et avec Raphaël Lacoste aussi, directeur artistique. On a décidé de tourner des séquences live action, donc on a engagé des comédiens. On a loué un studio avec des amis, c'est au Théâtre des Deux Mondes. C'est même pas un vrai studio de tournage, mais il y avait une espèce d'espace qu'on pouvait aller se permettre, parce qu'évidemment, on avait 2 jours de tournage. C'était très court, c'était fait en catastrophe. J'ai appelé mes amis qui sont comédiens, j'ai appelé mes amis qui avaient la salle le studio de tournage. On était 2 caméramans, dont moi, avec des petites caméras mini DV et en patin à roulette, en patin à roue alignée, pour nous permettre de faire des mouvements de travelling pour que ça soit vite. Parce que moi, ce que je voulais, on avait à peu près 15 minutes de tournage à faire en 2 jours. Il n'y avait pas de setup d'éclairage, il n'y avait aucun setup. Tout ce qu'on voulait, c'était avoir notre caméra puis inventer des plans. Ça nous permettait, avec les dessins, déjà, on avait une idée globale de qu'est-ce qu'on voulait aller chercher comme cadrage, mais avec les comédiens live sur le plateau de tournage, on n'avait pas de décor, on n'avait rien, on avait juste des petits costumes ou des petits accessoires de base, une épée en bois, une cape. Alors, ça nous permettait vraiment d'aller chercher, avec un vrai comédien, ça va vite, là, tu prends tes prises, là, c'est quasiment instantané. Moi, ce que je voulais, dans le fond, c'est la spontanéité. Donc, les animateurs, quand ils sont arrivés sur le projet, avaient déjà une idée, non seulement temporelle, mais une idée visuelle de qu'est-ce qu'ils devaient représenter comme mouvement et comme émotion. Donc, toute l'intention du projet était contenue dans cette petite vidéo-là qu'on appelait les vidéos de référence. Quand on tourne avec des prises de vue réelles, faire une prise, ça prend quelques secondes. Avec des animateurs, ça nous prend des semaines. Donc, évidemment, quand tu demandes à un animateur « ouais, c'est bien, mais j'ai l'impression que le personnage ne rend pas vraiment l'émotion que je vais aller chercher. » C'est pas parce que l'animateur fait une mauvaise job. En effet, un ordinateur, avec sa manie de tout vouloir calculer, s'avère moins propice à l'expérimentation qu'une simple caméra. Les animateurs, eux, n'y sont pour rien. Les scènes cinématiques de Prince of Persia, l'âme du guerrier, ont ainsi bénéficié d'une approche très cinématographique. Rien d'étonnant, me direz-vous, puisque l'on parle de scènes cinématiques. Mais sachez que même les bruitages du jeu ont bénéficié d'une telle approche. Ils ont été créés en Foley, c'est-à-dire en live, et non avec un ordinateur. Au niveau des bruitages, de la façon qu'on a procédé, c'est qu'on est allé vraiment beaucoup plus sanglant. On avait des os qui craquent, des viscères qui explosent. En tout cas, c'est vraiment plus sanglant quand le prince il tranche des ennemis. Tu vas vraiment l'entendre. Tous les bruits de craquement, de slash d'épée, les giclements de sang, tout ça, ça a été fait en Foley. Donc, on avait un artiste qui venait, qui amenait ces éléments pour les craquements d'os. C'était des pâtes séchées qui faisaient des craquements d'os. Pour tout ce qui est, on découpe un ennemi en morceaux, ben t'avais des oranges, des pamplemousses, des choux qu'on déchire, plusieurs éléments comme ça qu'on a utilisés pour faire tous ces sons-là, qui donnaient vraiment un aspect plus cru et réel. Bon, puisqu'on parle de cinéma, autant y aller franco. On veut des noms. Alors les influences sur Pop 2, elles sont pas si nombreuses que ça, mais là encore, elles sont bien pensées, bien choisies, bien sélectionnées et bien utilisées.
pense qu'aussi on avait tous un petit peu au départ dans l'équipe des intérêts pour quelques films qu'on avait pu voir, de KPDP ou des films de Hong Kong, dans lesquels on voit des actions super spectaculaires où le héros va utiliser l'environnement d'une façon complètement géniale. Les films de Hong Kong, on en voit plein, le mec qui saute sur le mur, qui prend un bâton et il décapite le mec en face. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a eu assez tôt, la volonté d'en faire un combat de type KPDP, et qui est aussi apparu dans tous les aspects du jeu, c'est-à-dire qu'il va y avoir des dialogues entre le prince et les ennemis, où ils vont se tenter, ce genre de choses qu'on essaie d'avoir un peu comme dans les films. Tu ne sais pas comment frapper une femme? Chaque niveau est présenté aux joueurs par un long plan séquence qui passe en revue les différents éléments interactifs du décor, ce qui n'est pas sans rappeler les films d'un autre amateur d'action. C'est clair que c'était une inspiration assez forte. Jackie Chan, c'était même un des éléments prédominants au début. On se demandait même si le prince devait avoir une arme principale. On voulait qu'il puisse se battre sans armes, qu'il ramasse tout type d'armes. Puis on s'est dit qu'on voulait pas que ce soit un Jackie Chan non plus. On voulait qu'il se soit le prince de Perse, donc a priori un guerrier focusé. Donc il a toujours une arme principale qui est l'épée. Il peut se servir d'une deuxième arme. Et ce qui est clair que dans la logique, on voulait que le joueur ait vraiment beaucoup de liberté. On a créé différentes actions d'interaction avec l'environnement qui sont effectivement très inspirées de Jackie Chan. Par exemple, toutes les rotations autour de poteaux, le fait de pouvoir faire des attaques pendant les wallings, des éjections depuis les murs. Et puis la capacité du prince aussi à saisir ses adversaires, à les projeter, à saisir ses adversaires, leur faire divers coups. Mais les influences ne se limitent pas au cinéma HK, surtout lorsqu'on aborde le look du jeu. Enfin, Le Seigneur des Anneaux, c'est clair que c'était le film des 3 dernières années, si ce n'est plus en fait. Mais c'est aussi une grosse inspiration graphique pour beaucoup de personnes, autant au point de vue des couleurs que des personnages. La série des Prince of Persia a toujours eu un petit faible pour le cinéma. Jordan Mechner, son créateur originel, possède ainsi les casquettes de game designer, scénariste et réalisateur de documentaires. Prince of Persia fut d'ailleurs l'un des premiers jeux à proposer des séquences cinématiques. La présentation de Prince of Persia était très influencée par le cinéma muet. À l'époque où les films n'avaient ni dialogue, ni son, vous savez, où l'histoire était racontée à l'aide de vignettes. J'ai vraiment essayé de raconter l'histoire du jeu comme s'il s'agissait d'un film muet avec de petites scènes cinématiques qui, après certains niveaux, faisaient avancer l'action. Cet extrait est tiré d'une interview réalisée en 2003 à Montréal à l'occasion du making-of des Sables du Temps. Mais là, sur l'âme du guerrier, point de Jordan Mechner. Jordan, en ce moment, s'il n'est pas à Montréal, c'est qu'il est à Los Angeles en train d'écrire le script et le scénario du film, qui est un live action pour Disney. Et derrière, il y a un gros nom, c'est Jerry Bruckheimer. Jerry Bruckheimer, tout le monde fait l'erreur. Il s'agit bien sûr du producteur de The Rock. Mais voyons plutôt l'histoire du jeu, qui n'a rien d'une comédie à la Whoopi Goldberg. Au niveau de l'histoire, ce qui s'est passé, c'est que dans le jeu précédent, le prince a la capacité de modifier le cours du temps, donc de rembobiner, d'altérer le temps, et à un moment donné dans le jeu, il est capable de changer complètement son destin en faisant le plus grand rewind de l'histoire et en revenant en arrière. Mais bon, on n'est pas censé changer la destinée. Et en faisant cette action, le prince en fait a conjuré le Dahaka, qui est le gardien de la ligne du temps, et qui doit se charger d'éliminer tous les paradoxes temporels. Et le prince est un paradoxe puisqu'il ne devrait pas exister avec les événements qui se sont passés. En ouvrant le sablier du temps, il a corrompu la timeline, la ligne du temps. Et du coup, il est appelé à mourir. Quiconque libère les sables doit mourir. Le prince poursuit l'idée folle d'aller sur l'île du temps où ont été créés les Sands of Time pour espérer retourner dans le temps avant même leur création. Ça, c'est un élément qui est intéressant pour nous parce que comme le prince voyage dans le temps, ça permet d'expliquer toute la mythologie qu'il y a autour des sables du temps qui n'a pas été abordée, donc la création des sables, d'où ils viennent, pourquoi, comment, etc. Et ça permet donc de faire un jeu qui est une vraie boucle. Et pour supporter un personnage maudit, traqué, bref, franchement mal barré, il était impératif que le look du jeu suive ce qu'il a fait. Jugez par vous-même. C'est une décision un petit peu d'équipe en fait. Il y a la volonté de faire quelque chose de différent. En partant, c'est de vouloir aller dans un univers qui n'est pas celui de The Sands of Time.
On s'est rendu compte en fait que le premier personnage a dégagé un univers trop mille et une nuits, trop gentillet en fait. Donc on voulait vraiment trancher là-dedans. On est une équipe qui a travaillé surtout sur le premier. Donc on s'est dit, on n'a pas envie de faire exactement le même jeu, on ne va pas faire une suite vraiment. On veut vraiment faire un 2 plus qu'un 1.5. Comment on peut le faire? D'abord, il faut se poser la question, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce personnage-là? Premièrement, donc, si tu te mets dans la peau du perso et que tu regardes du côté de l'histoire, il a quand même commis une bévue monumentale. Il a ouvert le sablier du temps et tous ceux qui lui étaient chers ont péri devant ses yeux. Bon, à la fin, il a réussi plus ou moins à réparer les choses. Le problème, c'est que ça s'arrête pas là. Et c'est pour ça que c'est une licence intéressante, parce que à chaque jeu, on apporte une pierre de plus à la saga. Mais pour être parfaitement honnête, à la fin de Pop 1, le projet Pop 1, Sands of Time, on savait pas qu'est-ce qu'on allait faire de Pop 2 au niveau de l'histoire. Du coup, le look du nouveau prince fut l'objet de nombreux tâtonnements et quelques princes hybrides ont été envisagés. Voyons quelques exemples. Ce design sur la gauche, de manière générale, fait partie un peu de la série de design qui était là pour peut-être améliorer le prince de l'épisode précédent. En dehors d'une posture qui est véritablement déterminée et quelque chose de plus massif dans la carrure de ce caractère-là, de ce modèle-là, on a quand même des influences qui sont encore très rattachées au prince antérieur et qui n'ont pas grand-chose à voir avec le nouveau prince que l'on a trouvé au bout de plusieurs mois de travail. Et l'évolution s'est faite petit à petit. Et ce genre de design a permis de nous faire réaliser en fait que nous devions aller beaucoup plus loin. Cette phase de développement du personnage fait partie de ce que les développeurs et les cinéastes appellent la pré-production. Sur l'âme du guerrier, elle fut très courte, le développement du jeu tout entier ayant pris environ 1 an. Mais les développeurs ont tout de même envisagé de nombreuses pistes. C'était aussi divers que se promener, enfin un jeu beaucoup plus ouvert, libre dans le désert, se promener à dos de cheval et avoir une quête un peu plus diffuse, que se retrouver dans un demi-monde après la mort, quelque chose de un peu plus mystique, que visiter les 7 merveilles du monde ou avoir cherché les ingrédients du temps qui étaient dispersés partout dans un jardin. Mais on savait qu'on s'était laissé suffisamment de portes ouvertes, avec le twist même magistral qu'on a à la fin de Sands of Time, pour revenir sur l'histoire, s'en servir, faire une espèce de continuation, de prolongement de l'histoire, qui allait aussi nous servir à donner cette dimension particulière au personnage. Et on a choisi d'y aller dans du plus dark, dans du plus mature, dans du plus déterminé. Et pour obtenir un tel résultat, les équipes d'Ubi Montréal ont à nouveau été chercher du côté du grand écran. Sur le personnage en lui-même, sur ce qu'on voulait en faire, sur le setting, etc. Beaucoup de choses se sont mises en place dans un deuxième temps, notamment lorsqu'on a fait appel à Secret Agent, qui sont 2 scénaristes d'Hollywood avec lesquels on a travaillé. Attendez! On les a fait venir à Montréal et on les a mis dans l'équipe de prod, dans l'équipe de conception. Et il y en a un des deux, Corey, qui est resté mais avec l'équipe super longtemps pour, jour après jour, faire l'histoire, travailler avec les level designers, etc. et ajuster et profiler les personnages, les répliques, etc. Je vous en prie, je dois vous parler. Que voulez-vous de moi? Une audience avec l'impératrice. On a une chimie entre l'histoire et l'aventure et le gameplay, en fait. L'impératrice ne voit personne. Pour qui vous prenez-vous? Je suis le prince de Perse. Et je pense que, notamment par rapport à l'histoire et au travail des scénaristes, on s'est rendu compte que les mieux placés pour écrire une histoire, c'était les gens dont c'est le métier. Et donc, il y en a beaucoup à Hollywood, des gens comme ça. Et ils le font très bien, ils le font certainement, en tout cas, mieux que les game designers. Pendant longtemps, on a cru que les game designers pouvaient écrire des histoires. Et ben, c'est pas vrai. Ce qu'on a essayé de faire, qui est intéressant, c'est avec les scénaristes notamment de travailler sur une espèce de courbe émotionnelle impactante pour le jeu. Donc d'être sûr que l'application du scénario en termes de gameplay et en termes d'action du joueur soit respectée. Donc on a essayé de créer des moments de suspense et des moments un peu dramatiques. Pour parvenir à faire évoluer le look du jeu dans le sens souhaité, le studio a décidé de faire appel très tôt à une poignée d'illustrateurs. Leur travail en amont fut le terreau de ce Dark Prince of Persia. Il a apporté surtout son style très encore unique, on va dire unique, sa touche exceptionnelle. Merci Patrick.
Comment ça va, Nicolas? Merci, Bruno. Au revoir, Patrick. Alors, je vais vous présenter tous les illustrateurs. Voilà Nicolas, donc a travaillé sur beaucoup d'environnements et beaucoup de personnages, énormément d'environnements et qui travaille un peu sur du marketing. En fait, apporter sa touche surtout au Prince, toutes les illustrations marketing viennent de lui. Dès le début, on a eu 3 à 4 illustrateurs pleinement dans le projet. C'est une chose qui était super cool et pour eux et pour nous, parce que pour moi, ça me permettait justement d'essayer d'exprimer à mes modeleurs 3D ce que je voulais très rapidement. On n'a pas eu par exemple 5 directions. On s'est pas dit on va prendre 5 directions, on va faire telle atmosphère, telle atmosphère. Non. On sait où on voulait aller, on voulait avoir un truc gothique, on voulait avoir un truc qui puisse en mettre plein la figure et qui soit épique. Et tous ces éléments combinés qui sont aussi le reflet de nos personnalités respectives. Michael Labat, directeur artistique, avait déjà une personnalité qui lui permettait de vraiment bien appréhender cet univers et ça a donné un petit peu ce que le jeu est aujourd'hui. Si Prince of Persia, l'âme du guerrier, est nettement plus gothique, le prince reste le principal vecteur de cette nouvelle direction artistique. Poursuivi par le Dahaka dans des séquences de jeux rappelant Alien, le prince a changé. Mort en sursis, il semble tout droit sorti d'un cauchemar ou d'un asile de fous. Le prince lui-même est très sombre, il est très silhouetté, il est vraiment mis en valeur par son aspect très volontaire. Avec des espèces de lanières de cuir justement pour la serrer un peu plus, vraiment le serrer en cuir. C'est ça qui caractérise aussi ce personnage, cette espèce d'extrême noirceur qui vient de certains coups durs du passé. Tout cela lui donne véritablement une atmosphère qui n'a plus rien à voir avec le prince un peu aventurier et un peu découvreur qu'on pouvait avoir sur l'épisode précédent. Avec tous ces changements, ce 5e opus historique de la saga Prince of Persia reste malgré tout étonnamment fidèle à son aîné de 15 ans. De mon point de vue, les 3 points forts en fait de la licence, qui ont été créés dès le tout premier opus, en 89, effectivement, c'est tout ce qui est narration à travers les cinématiques. Popin a été le premier jeu à avoir des cinématiques, peut-être Karateka, mais enfin en tout cas c'est le même mec. Les animations, ça on est d'accord. Et puis effectivement le level design. J'ajouterais quand même la simplicité, l'intensité malgré la simplicité dans le fight. D'accord. Je sais pas si on se rappelle, mais dans Popin, c'était quoi? T'avais deux mouvements, quoi. C'était bloc et attaque. Mais par contre, t'avais 3 points de vie, t'en restais plus que 2, t'en restait plus qu'un. Fallait faire un canton au bon moment, fallait attaquer. Si t'étais pas dans le bon timing, c'était simple à jouer, mais c'était tellement intense que ça aussi, les gens s'en souviennent en fait. Plus de sang, plus d'action rapide, un gameplay encore plus nerveux, beaucoup plus de combos encore. Jugés répétitifs par les joueurs et les développeurs eux-mêmes, les combats de Prince of Persia, les Sables du Temps, ont été entièrement repensés. Sa suite est ainsi basée sur une interface de combat appelée Freeform Fighting, que l'on pourrait traduire par combat en toute liberté. Le gros point de Sands of Time, c'est effectivement le Freeform Fighting. Ce système de combat donne énormément de liberté aux joueurs. On en a parlé, l'utilisation de l'acrobatique avec le combat, l'utilisation des pièges, l'utilisation du double d'armes. Parce que le prince va pouvoir ramasser plein d'armes dans le jeu. Vous aurez besoin de ça. C'est plus qu'une simple arme. Et par-dessus ça, il y a les pouvoirs du temps qui sont aussi de retour. Le Rewind, où la capacité du prince à remonter dans le temps, était l'une des grosses nouveautés de Prince of Persia, les Sables du Temps. Et si le nouveau look et le système de combat next-gen sont les stars incontestables de cette suite, le Rewind reste l'un des points forts du jeu. Mais les autres pouvoirs, on les a vraiment liés au système de combat pour les rendre, surtout les rendre plus puissants, utiles au système de combat. Donc, finalement, dans Sands of Time, on pouvait les utiliser, mais bon, c'était pas absolument nécessaire. Dans Warrior Within, il y a des endroits où vous n'aurez pas trop le choix, comme le slow motion, la réduction du temps. La différence, par exemple, qu'on a fait par rapport à The Sands of Time dans l'utilisation de ce pouvoir-là, c'est que le prince n'est pas affecté. Curieusement, avec tous ces nouveaux effets spéciaux et un look qui n'a plus grand-chose à voir avec l'atmosphère Mille et une nuits des débuts,
l'âme du guerrier s'avère plus proche du premier Prince of Persia que ne l'étaient les sables du temps. Au niveau des pièges, en fait, pendant un temps, on voulait effectivement revenir au premier Prince of Persia, c'est dire un piège est mortel. Là, on pouvait pas trop le faire en termes de gameplay parce qu'on a des séries de pièges où ça nécessite l'acrobatie. Mais j'aurais vraiment, enfin, on a eu de longues discussions avec Jean-Christophe, mais j'aurais vraiment voulu qu'un piège tue et le coupe en deux. Chose qui n'a pas été faite. Parce que c'était vraiment trop frustrant pour le joueur. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a rendus plus mortels, mais pas complètement mortels. Et on a essayé de créer des séquences de pièges qui sont toutes beaucoup plus dangereuses. Le level design, c'est un peu l'art de rendre ludiques les environnements créés par les infographistes. Autrement dit, le level designer est la personne qui va poser les pièges, les énigmes, les ennemis, et s'assurer que le niveau reste jouable. Le level design. Déjà dans Pop 1, Sands of Time, il était pas mal. Là dans Pop 2, c'est carrément l'éclate. Hein. On a gardé la même équipe hein, d'abord, donc ça c'est sûr, on touchait pas à ça. En fait, 3 sur 4, on en a gardé. Et les mecs, ils avaient déjà Pop 1 dans la tête, tu vois, et ils avaient qu'une chose en tête, c'était attends, mais sur Pop 2, on va t'exploser les niveaux. Et ils l'ont fait. Le prince étant capable de retourner plusieurs milliers d'années dans le passé, il existe 2 versions des niveaux, passé et présent, ce qui n'a pas contribué à alléger le planning de travail des level designers. Si on veut créer un environnement de gameplay dans 2 époques, on y va en le détruisant comme le cours du temps peut le faire normalement. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en théorie, on bâtit un niveau dans le passé, donc dans la période où il était construit. Et ensuite de ça, une fois qu'on a un gameplay, un rythme et une atmosphère vraiment soutenue, on va le revoir en le démolissant vraiment, pas en gênant, on passe vraiment la grosse boule de démolition dans les murs et on essaie de trouver une autre façon de l'aborder. Faut comprendre qu'il y a eu des centaines d'années, voire des millénaires qui se passent entre les 2 époques. Donc la liberté de destruction de l'environnement, on l'a vraiment à notre guise. Et si j'avais à choisir lequel des 2 niveaux, lequel des 2 versions d'un niveau est plus facile à faire, je dirais que c'est de le détruire. Parce que de le détruire, on peut facilement justifier certains trous, certains blocs de pierre qui peuvent aider le prince à se propulser dans les airs ou à atteindre un élément de décor qui n'était pas accessible dans la version construite. Pour info, les studios d'Ubisoft possèdent une structure de playtest permettant aux développeurs et en particulier aux level designers de faire tester leur niveau par des joueurs comme vous et moi. On avait déjà la base de Sands of Time, on avait tout ça et on a essayé d'apporter encore plus de choses. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment avoir un rythme soutenu. Je pense qu'on fait un 2 à part entière et qu'on fait un jeu totalement différent. J'espère que chacun, au sein de son travail, a réussi à trouver sa place, à s'approprier le jeu. Ça fait 9 ans que je suis dans le jeu vidéo et j'ai jamais eu une équipe comme ça aussi talentueuse. Une équipe talentueuse, une approche cinématographique et des moyens conséquents pour ce que l'on peut considérer comme l'une des plus grosses productions petit écran de la fin 2004. Du coup, l'éditeur s'est payé quelques stars, comme Monica Bellucci qui fera l'une des voix anglaises, ou encore le groupe de hard rock américain Godsmack. Quand on a fait la recherche musicale du projet, on avait plusieurs groupes qui étaient des références sur la nouvelle direction qu'on voulait amener au niveau des combats, des scènes d'action. Puis Godsmack est un groupe qui était ressorti à ce moment-là. C'est une belle histoire, ça. C'est du pur win-win. Les mecs, ils étaient mais super ravis et nous aussi. Et voilà, ce making-of est terminé. Mais sachez qu'en commun accord avec Ubisoft, nous avons volontairement passé sous silence quelques-unes des grosses nouveautés du jeu. Et je ne parle pas des nombreux coffres dispersés dans les niveaux contenant des armes, des artworks ou encore des skins cachés. Je ne parle pas non plus d'une fin alternative. Non, je parle d'encore autre chose. Et pour la découvrir, à vos manettes.